Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, reportage, le drame de Lampedusa et ces centaines de cadavres retrouvés en mer il y a 6 mois sont encore dans les mémoires. Mais les Européens sont divisés et préfèrent encore attendre pour mettre fin au naufrage. Et l'épineuse question du droit d'asile renvoyée à juin 2014, dans 3 mois après les élections européennes. L'Europe face à l'immigration clandestine, c'est notre débat du jour. Nous irons à Melilla, l'enclave espagnole au Maghreb, à la rencontre de ces jeunes qui risquent leur vie pour atteindre l'Eldorado européen. Mais avant, l'actualité, c'est ce référendum en Crimée face au forfait russe. L'Europe sans force. Vladimir Poutine a tout lieu d'être satisfait. Les Européens ont réagi à minima. Moscou a découpé une partie de l'Ukraine et les Européens font profil bas. C'est l'une des crises les plus sérieuses depuis la fin de la guerre froide. Les Européens ont pris des sanctions contre 21 personnes, 13 oligarques russes, mais aussi 8 responsables ukrainiens de Crimée, dont le Premier ministre. Côté russe, parmi les personnes sanctionnées, on trouve des parlementaires, de la Douma, des membres du ministère de la Défense. Ces 21 personnes verront leurs avoirs gelés et ne pourront plus voyager en Europe. Côté sanctions, les Européens frappent moins fort que les Américains. Les États-Unis ont également édicté une liste noire, mais elle cible des responsables plus proches de Vladimir Poutine. On pourrait tout à fait imaginer des représailles russes. Mais pour l'instant, la priorité de Poutine, c'est de poursuivre à marche forcée l'annexion de la Crimée. La leçon, elle se résume en une phrase. Hormis par une intervention militaire, on ne peut pas changer le statut actuel de la Crimée. Et personne en Europe ne veut se battre pour Sébastopol. Si les Européens condamnent les procédés inacceptables de Moscou, le référendum illégal et illégitime, pour le reste, ils ont constaté tous ensemble que leur marge de manœuvre était réduite et qu'ils ne pourraient tabler que sur un espoir que les dirigeants russes, confrontés à une baisse des investissements étrangers, une chute du rouble ou une menace de véritables sanctions économiques, acceptent enfin le principe d'un dialogue sur l'avenir de l'Ukraine. Autant dire qu'ici à Bruxelles, personne n'y croit. Voilà, alors nous a rejoint sur ce plateau Pervenche Berès. Bonjour. Vous êtes eurodéputé socialiste. Première question toute simple que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que vous inspire le résultat de ce référendum? 96,6%, un résultat à la soviétique, quoi. Vous le dites, c'est un résultat soviétique, mais c'est un résultat qui n'a pas de sens juridique. Pour nous les Européens, nous l'avions dit, et le fait qu'il se soit déroulé avec ce résultat même nous conforte plutôt dans l'idée que ce référendum n'a pas de valeur. Pas de sens juridique parce que quoi, c'est contraire au droit international? Contraire au droit international et contraire au droit qui prévalait avant que ce référendum soit organisé en Ukraine elle-même. Est-ce que nous, on n'a pas quelque part une vision un peu européano-centrée? Après tout, les Ukrainiens, russophones, auraient le droit de vouloir se rattacher à la Russie, pourquoi pas? Non, mais la question de la Crimée est une question complexe et on sait qu'au cours de l'histoire, y compris en remontant à Catherine de Russie, la Crimée a pu changer de statut. Donc on voit bien que c'est un maillon extrêmement sensible dans l'équilibre stratégique de cette région. C'est bien pour ça d'ailleurs que Vladimir Poutine a lancé cette offensive sur la Crimée. Mais ça n'est pas parce que c'est une question stratégique pour la Russie que les Européens doivent accepter ou peuvent accepter que le droit soit bafoué et que l'intégrité de l'Ukraine soit ainsi totalement ignorée et violée. On a l'impression que Vladimir Poutine, quelque part, défie l'Europe et que face à cela, la réponse des Européens, c'est un peu de l'eau tiède. Vous savez, quand on est... Qu'est-ce que vous pensez de ces sanctions-là? C'est une étape. Chacun a dit... elles étaient prévisibles. Hein. On avait dit qu'il y aurait une graduation des sanctions. C'est le niveau 1, la première étape. Le Conseil européen devrait appeler les Européens à diversifier leurs approvisionnements en énergie, à confirmer l'accord d'association avec l'Ukraine pour venir en aide à l'Ukraine. Bien sûr, c'est un point sur lequel les Européens auraient dû, auraient pu
se mobiliser en amont. La crise fait le résultat et je crois qu'ils sont aujourd'hui très déterminés à agir ensemble car ils savent que face à la détermination de Vladimir Poutine, ça n'est qu'ensemble qu'ils peuvent exprimer une réponse adaptée. Mais ces 21 personnes visées par les Européens, des membres du ministère de la Défense, des pontes de Crimée. Est-ce que c'est assez... Les Américains frappent plus fort, ils frappent directement des personnalités proches de Vladimir Poutine. Oui. Est-ce que c'était assez, ces sanctions? Écoutez, c'est le point d'équilibre sur lequel nous étions d'accord. Et je crois que les manifestations de soutien à l'Ukraine sont aussi quelque chose où les Européens sont très engagés. Vous l'avez vu, il y a l'aide financière qui a été proposée à hauteur de 11 milliards et qui pourrait être augmentée. Ce sont aussi des signes concrets de la volonté des Européens de venir soutenir l'Ukraine. Parlons de cette ligne rouge au-delà de laquelle les Occidentaux bougeront. Que se passera-t-il demain si Vladimir Poutine annexe demain l'Est de l'Ukraine, qui est la région de Donetsk, la région de Kharkov, qui est aussi une région russophone. Qu'est-ce qui l'empêcherait, Vladimir Poutine, de faire cela? Il y a des bruits de bottes dans les frontières. Oui, bien sûr. Et on voit bien, quelle est la stratégie de Vladimir Poutine. C'est une stratégie vieux comme la diplomatie, c'est-à-dire que face à une difficulté intérieure, face à une déstabilisation à l'intérieur, face à une crise économique intérieure grave qu'il n'arrive pas à surmonter, il cherche une projection extérieure qui lui permet de refaire consensus autour de sa personne dans des conditions absolument antidémocratiques en Russie. Face à ça, les Européens ne peuvent pas faire le jeu de l'escalade. Et nous devons, sur la... Ils n'en ont pas les moyens? On ne va pas se battre pour Sébastopol? Vous savez, on ne va pas se battre pour Sébastopol. On ne va pas engager un conflit armé aujourd'hui avec la Russie. Personne n'y a intérêt. Mais tout le monde a intérêt à ce que la situation se détende et chacun mesure combien la Russie est aussi dépendante des économies européennes, que ce soit dans la distribution, dans l'achat de gaz soviétique, dans l'achat de gaz russe, lapsus sans doute révélateur d'une stratégie nostalgie de Poutine. Justement, Pervenche Berès, vous parliez d'économie européenne, il y a des problèmes concrets. 2 bateaux de guerre sont vendus aux Russes en ce moment à Saint-Nazaire, des Mistral, 200 mètres de long, des hélicoptères que nous allons leur vendre, 1,2 milliard. Eh bien, écoutez ce qu'en dit Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Vous écoutez, on réagit juste après. Si Poutine continue comme ce qu'il fait, à ce moment-là, nous pouvons envisager d'annuler ces ventes, mais pas simplement, parce que c'est négatif aussi pour les Français, il faut bien comprendre. Mais nous demanderons alors à ce moment-là à d'autres, je pense notamment aux Britanniques, de faire l'équivalent avec les avoirs russes des oligarques à Londres. Les sanctions doivent toucher tout le monde. Voilà, Laurent Fabius qui est prêt à annuler ces ventes, des emplois français et européens qui pourraient en pâtir. C'est la solution ? Vous voyez bien que ces affaires ne sont pas neutres, y compris pour les Français eux-mêmes. Une sanction, ça n'est jamais simplement une ligne sur une feuille de papier. Ça a un impact réel pour tout le monde. D'où l'importance de ce que Laurent Fabius a indiqué dans cette interview, la nécessité que tout le monde soit solidaire et que l'Europe parle d'une voix. Ça concerne à la fois les Britanniques sur les avoirs des oligarques russes qui sont installés à Londres. Ça concerne aussi certains liens industriels que l'Allemagne peut avoir avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais si les Européens parlent d'une voix, alors ils ont une capacité de sanction qui, dans une gradation, est au-delà de ce qui a été aujourd'hui fait avec la liste des 21 personnes, une étape très importante. Vendredi, première signature de l'accord d'association avec l'Ukraine. La première partie, c'est quoi? Le soutien à un pays dont l'intégrité territoriale est bafouée? C'est quoi? De toute façon, vous savez bien que l'Union européenne a vocation à avoir ces accords d'association avec les pays de son voisinage. Donc c'est une étape très importante dans le contexte historique où nous sommes. Ça doit s'accompagner d'une aide financière puisque l'Ukraine doit faire face à une dette à hauteur de 35 milliards dans les années qui viennent et que l'Europe s'est engagée à hauteur de 11 milliards. Concrètement, cet accord d'association, c'est quoi pour l'Ukraine?
par rapport à l'Union européenne? C'est quoi comme avantage? C'est un outil pour relancer son économie, pour offrir à son économie des débouchés dont elle a tant besoin. Je crois que c'est mardi prochain, Vladimir Poutine annoncera officiellement l'annexion de la Crimée. Est-ce que c'est pas un peu provocateur, humiliant pour les Européens, la montée en grade de ces sanctions? Ce serait quoi? Les proches de Vladimir Poutine visés? C'est quoi? Vous avez vu que pour l'instant, les Européens vont s'organiser avec les Américains, notamment dans le cadre d'un G7 où le président Obama va participer. Donc il y a une vraie volonté des Européens avec les Américains de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en Russie. Et la tenue de ce G8 à Sochi semble plus que menacée. On ne peut pas dire que les Européens restent les bras ballants. Simplement, il y a dans la gradation de la réponse une mesure à prendre des risques et des conséquences de l'engrenage qui pourrait être, qui pourrait s'engager. Les affaires étrangères, Pervenche Berès, ce n'était pas votre domaine de prédilection, mais pourtant on a l'impression que ça vous touchait, cette affaire ukrainienne. Pourquoi? Non, vous savez, j'ai été suffisamment longtemps parlementaire européenne pour avoir, au début de ma carrière, officié à la Commission des affaires étrangères de ce Parlement européen. Et lorsque j'étais administrateur à l'Assemblée nationale, j'étais à la Commission des affaires étrangères. Donc j'ai. Ça vous touche quand même? Bien sûr, ce sont des affaires majeures pour l'Union européenne. Merci Pervenche Berès d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage direction Melilla, l'enclave espagnole située au Maghreb, où ces jeunes veulent rejoindre l'Eldorado européen. L'Europe face à l'immigration clandestine. En France, les policiers chargés de démanteler les filières d'immigration clandestine interpellent quasiment toutes les semaines des trafiquants de faux papiers, des passeurs. Reportage avec les membres de l'OCRIEST, l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre. C'est un reportage de Florence Goignard et de Diane Cambon. 6 h du matin, en banlieue parisienne. Ces policiers s'apprêtent à interpeller un homme chez lui. Après plusieurs mois d'enquête et d'écoute téléphonique, ils vont l'arrêter pour trafic de papiers d'identité. Allez monsieur, ouvrez! Dépêchez-vous! Pris au réveil, l'homme ne se rebelle pas. Reste aux enquêteurs à perquisitionner son domicile. Vous avez compris? Il y a un chéquier à ce nom-là, derrière les toilettes, vous savez pas... D'accord. Vous savez pas de qui ça appartient? On a découvert sur place une petite centaine de dossiers entièrement préparés et prêts à être déposés en préfecture ou dans une municipalité à l'aide de non seulement de faux documents mais également de documents authentiques. L'homme interpellé, surnommé Junior, se serait fait passer pour un employeur en phase de recrutement. Il aurait réclamé aux candidats leur acte de naissance ainsi que d'autres documents administratifs. Les candidats n'ont jamais revu le prétendu patron, mais ils ont été victimes d'usurpation d'identité. Junior aurait revendu 6 000 € les dossiers à des immigrés clandestins qui se procureraient ainsi des papiers sous une identité usurpée. La garde à vue pourra être prolongée jusqu'à 4 jours puisqu'il s'agit de criminalité organisée. Junior est auditionné et les documents mis sous scellé sont examinés. Il va en mairie avec à l'appui donc une fausse facture internet, l'extrait d'acte de naissance, la copie de sa CNI, il se fait délivrer une nouvelle CNI. C'est un office qui est constitué d'environ 110 personnes qui travaillent au démantèlement judiciaire de filières d'immigration clandestine, que ce soit des filières de passage, donc de traversée de la frontière, ou des filières de maintien sur le territoire qui peuvent utiliser notamment la fraude documentaire comme support pour se maintenir sur le territoire. L'office procède à une interpellation comme celle-ci par semaine en moyenne. Junior risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour l'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France. Une lutte contre les séjours irréguliers d'étrangers en Europe qui n'empêche pas des milliers de jeunes de tenter leur chance chaque jour. Ces jeunes migrants maghrébins sont arrivés en Espagne, mais ils sont coincés dans le port de Melilla, une enclave située en Afrique du Nord, sur la côte marocaine. Les autorités ne peuvent pas les renvoyer au Maroc car ils sont mineurs. Livrés à eux-mêmes, ils vivent des aides des bénévoles en attendant une occasion de gagner l'autre rive de la Méditerranée. Je crois qu'il est à la porte d'Europe parce qu'il est à la... Toutes mes amies, il va aller à Europe. Ceux qui arrivent à Melilla, l'une des portes d'accès à l'Europe,
ont déjà franchi des frontières très fermées. Le Maroc et l'enclave espagnole sont séparés par ce triple grillage. Et pourtant, des centaines de clandestins parviennent à y entrer chaque année. Certains se cachent dans des véhicules à double fond en déboursant jusque 4 000 €. Sous ce siège était dissimulée une jeune de 16 ans, une femme d'origine subsaharienne. Plus fréquent, le passage avec de faux papiers marocains pour 400 €. Une option privilégiée par les migrants algériens. L'Algérie est à moins de 100 km d'ici, donc pour eux, l'accès est très facile par la frontière, car ils passent avec des faux papiers, comme s'ils étaient marocains, et entrent tranquillement en marchant et se dirigent ensuite vers le centre. Et ils disent qu'ils sont algériens pour y être accueillis. La dernière méthode n'est pas la moins dangereuse, la voie maritime. Chaque année, des migrants illégaux se noient en essayant de rejoindre l'enclave à la nage depuis la côte marocaine. Ceux qui réussissent se retrouvent comme tant d'autres à Melilla, loin, encore très loin de leur but. Voilà, nous en rejoint sur ce plateau Sylvie Guillaume, bonjour. Vous êtes eurodéputé socialiste, vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier de l'immigration. À vos côtés, Mario Borghesio, bonjour. Vous êtes eurodéputé italien, membre de la Ligue du Nord, la droite populiste. Alors on l'a bien vu dans ce reportage, l'Europe elle est confrontée à une migration économique. Question toute simple, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout fermer, c'est inhumain. Tout ouvrir, ce serait l'anarchie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sylvie Guillaume. Vous avez raison, fermer c'est difficile, d'autant qu'il y a beaucoup de routes qui font arriver jusqu'en Europe. Et laisser ouvert est effectivement impossible dans une situation de crise économique dans laquelle nous nous trouvons internationalement et en Europe. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on sache réguler les choses mieux que nous ne le faisons maintenant, avec un principe de responsabilité devant des personnes qui, vous l'avez vu dans le reportage, sont obligées de payer, on profite de leur vulnérabilité, de leur pauvreté, pour essayer de faire en fait du trafic d'êtres humains pour rentrer en Europe, avec solidarité, parce que c'est vrai que les pays qui sont aux portes de l'Europe sont plus exposés aux migrations que ceux qui ne le sont pas. Et puis je pense aussi donc, que cette régulation au plan européen doit permettre que les voies légales soient plus développées de manière à lutter contre les voies illégales. Et dernier élément qui est très bien montré dans votre reportage, il faut une action beaucoup plus importante contre les passeurs qui profitent de la vulnérabilité des migrants. Mario Borghesio, ces jeunes qui veulent accéder à l'Eldorado européen, ça vous inspire quoi? Oui, je pense qu'il y a un devoir de la part de l'Europe d'être avec les pays de la Méditerranée qui sont riches de main-d'œuvre et qui n'ont pas de travail. Donc il faut créer le travail dans ces pays. Il faut aider les pays de la Méditerranée, les pays de l'Afrique. Ça, c'est une mission humanitaire vraie de l'Europe. Tout au contraire, l'invasion d'immigrés clandestins qui deviennent inévitablement le gain, qui réalise le gain des organisations criminelles en France, en Italie, par les organisations criminelles et surtout par les mafias, c'est un péril pour la sécurité de nos populations et ils sont aussi très dangereux envers l'opinion publique qui commence à se demander si tous les immigrés ne sont pas criminels. Donc, et ça, c'est pas vrai. Parce que nous savons très bien qu'il y a une immigration régulière qui est utile à nos pays. Donc c'est un but qui devrait avoir chaque pays de l'Union européenne de lutter sérieusement et pas seulement avec des démonstrations de force comme celle-ci. Il faut être vraiment effective sur la lutte contre l'immigration des clandestins. Mais je pense que la France aujourd'hui n'est pas là. La France n'est pas? N'est pas là. Il y a seulement des opérations de façade, mais en réalité, en France comme en Italie, il arrive beaucoup d'immigrés clandestins. Vous êtes italien, on a dans nos mémoires les réfugiés de Lampedusa. C'est naufragé de Lampedusa, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse oui, mais c'est un défaut de l'État italien qui ne réussit pas à défendre la frontière
européens on les laisse pas se noyer, Monsieur Borghesio. On les laisse pas se noyer quand même. Non, mais il faut combattre efficacement contre le trafic d'immigrés clandestins et qui réalisent l'activité la plus criminelle, c'est celle du trafic d'êtres humains. Sylvie Guillaume, sur ces naufragés de Lampedusa, la question a été, le droit d'asile, la question a été reportée à juin prochain, si je ne m'abuse, après les élections européennes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à l'urgence, face à l'afflux massif d'immigrés clandestins, comme ça a été le cas à Lampedusa? Il faut faire quoi? Une opération militaire, comme l'a proposé Emma Bonino, ministre italienne des Affaires étrangères, une opération militaire de l'Europe pour réagir à l'urgence? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces drames? Le débarquement d'un très grand nombre de personnes à Lampedusa a été consécutif notamment au printemps arabe et au fait qu'un certain nombre de jeunes gens sont partis massivement de Tunisie à un moment très précis de l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a continuellement des passages quand la mer n'est pas trop mauvaise et même quand elle est très mauvaise, malheureusement avec des naufrages. Et ces traversées, quand elles sont en dehors des phénomènes d'urgence, comme je l'ai signalé tout à l'heure, et c'est un phénomène massif comme après le printemps arabe, il faut effectivement qu'on puisse les aborder à la manière de sauvegarder les personnes qui sont en grave difficulté, qui risquent de se noyer. Donc en évitant le refoulement des personnes qui est contraire, qui contrevient aux règles internationales, et arriver sur place, il faut que les États membres qui, je le redis, sont les plus exposés à ce flux de migration soient aidés par l'Europe. Ce qui est le cas. L'Italie a été, au moment de l'afflux massif, comme vous l'indiquez, de personnes qui venaient de Tunisie, a beaucoup été aidée. Alors, est-ce qu'elle a fait correctement son travail à ce moment-là? Manifestement, je crois qu'il y a eu un certain nombre de défaillances, ce qui fait que les personnes ne voulaient pas s'arrêter en Italie et voulaient continuer pour aller notamment en France. Mais il faut distinguer, je crois, les phénomènes d'urgence dans lesquels il faut que chacun se sente concerné et que la solidarité européenne s'exprime, et le flux continu de personnes qui doit être effectivement contrôlé et régulé, comme je l'indiquais au début de mon propos tout à l'heure. Dans cette immigration, il faut distinguer les demandeurs d'asile, Oui. ceux qui sont persécutés dans leur pays d'origine, et les migrants économiques. Comment on fait pour faire la distinction? Mario Borghesio. Oui, mais c'est une question totalement différente. Il y a une question des demandeurs d'asile qui ont le droit d'obtenir l'asile. C'est un principe humanitaire que nous reconnaissons. Mais il y a un grand afflux d'immigrés clandestins qui sont un péril. Et alors, il faut que l'Europe renforce les agences comme Frontex qui n'ont pas les moyens pour organiser vraiment le contrôle de la Méditerranée. Et ça, crise économique oblige, le budget de Frontex, c'est l'agence qui est chargée de surveiller les frontières, son budget a été réduit. Qui n'a néanmoins un siège à Lampedusa. L'Europe parle de contraster l'immigration clandestine, mais elle ne fait rien. Elle ne fait rien, en effet. Une réaction à ce que vient de dire le député italien. La vraie solidarité, c'est lutter contre le trafic d'êtres humains. Ça, c'est la vraie solidarité humaine. Je reviens un instant sur la distinction, parce qu'effectivement, désormais, les flux de migration sont souvent mixtes, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui viennent pour des motifs économiques et d'autres parce qu'il y a réellement une persécution dans leur pays. Je crois que le vrai problème, c'est que l'asile est utilisé aussi un peu de façon... la demande d'asile est quelquefois utilisée de façon indistincte, parce qu'il y a un flux important de demandeurs d'asile, que les procédures d'asile sont très longues en Europe. Dans mon pays, elles ont été jusqu'à 2 ans, donc c'est effectivement très très long. Et pendant ce moment-là, les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un statut intermédiaire avant éventuellement de repartir, puisque 25% seulement des demandes d'asile au plan de l'Union sont rétablies. Donc je crois qu'il faut effectivement distinguer ce qui relève de la procédure d'asile, qui rentre dans des procédures très concrètes et très précises de détermination, qui ne souffrent pas de contestation. On l'a dit, le problème de l'immigration clandestine, c'est souvent aussi un problème de politique intérieure, en Italie comme en France. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen, la présidente, votre collègue, et la présidente du Front National. Elle utilise cet argument de l'immigration clandestine pour les élections municipales. On l'écoute et vous réagissez juste après. C'était dans un meeting à Perpignan. L'immigration, en particulier clandestine, a un coût pour les municipalités, pas seulement pour l'État,
mais bien aussi pour les collectivités. Alors il faudra que nos maires pratiquent la transparence et qu'ils évaluent les coûts liés à cette immigration clandestine et qu'ils en informent les concitoyens. Moi, je pense que nos maires pourraient utilement exercer une pression en demandant à l'État des compensations financières égales au coût avéré de l'immigration clandestine dans la ville. Voilà, l'immigration clandestine a un coût pour les municipalités, pour les villes. Sylvie Guillaume. On notera que cet extrait n'est pas pris complètement au hasard. Madame Le Pen fait une campagne comme députée européenne dans une ville au moment d'une campagne municipale en France, dans une ville par ailleurs où son compagnon est candidat lui-même à l'élection municipale. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de hasard. Et je crois que ça témoigne assez bien de la manière dont est instrumentalisée la question de l'immigration par ces forces politiques telles qu'exprimées par Madame Le Pen, où finalement sur fond de vulnérabilité, de crise économique, il faut trouver des coupables, il faut balancer des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire. On a entendu tout et n'importe quoi sur la question de... Elle demande un chiffrage. On a entendu 70 milliards de coûts, on a entendu 3,6 milliards. On ne sait pas ce qu'on compte, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Et toutes les études sont assez diverses sur le sujet. Les partis qui sont contraires aux partis comme le Front National ou la Ligue, ils disent que nous faisons une instrumentalisation. Mais s'ils ne veulent pas ça, ils ont seulement à résoudre le problème. Le problème s'est péjoré. Dès que vous parlez contre nous, le problème c'est devenu irrésoluble. Les immigrés clandestins sont augmentés, les périls pour la sécurité publique s'est augmenté soit à niveau national, soit à niveau territorial, et donc c'est nous qui avons raison. Je n'ai pas franchement compris la démonstration, mais je saisis l'idée générale qui est de considérer qu'il y a besoin effectivement de boucs émissaires et que cela sert politiquement à faire des démonstrations. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas. Vous pensez que ça ne s'arrête pas malheureusement aux partis extrêmes. Et le vrai problème ça va être la question centrale pour les élections européennes. On parle de 25% des sièges pour le Front National, pour les partis nous, la question centrale, c'est sortir de l'Europe et de l'euro. Et naturellement, combattre pour la sécurité et contre l'immigration clandestine. J'ai une autre question centrale. Ça n'est pas la question de la migration, même si je le redis, il faut réguler les choses et avoir des chiffres précis et des idées claires sur ce sujet. Le vrai problème, c'est résoudre cette crise économique, faire en sorte que les gens retrouvent du travail, que la croissance revienne. Et je crois que de ce fait-là, on aura un regard totalement différent sur ceux qui viennent d'ailleurs. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.